proposition? D'abord, je trouve que depuis l'installation de ce gouvernement, il y a quand même une question qui se pose, c'est de savoir si le Premier ministre, c'est M. Retailleau ou M. Barnier. Parce que M. Barnier tient un discours de politique générale dans lequel les mesures que vous êtes en train d'évoquer ne sont pas évoquées. Et M. Retailleau, une semaine plus tard, vient avancer d'autres mesures. Dans les annonces de M. Retailleau ce matin, que j'ai eu le temps rapidement de consulter, il y a des choses avec lesquelles je suis en radical désaccord, que les choses soient très claires. Je pense par exemple que le fait de s'en prendre et de s'attaquer à l'aide médicale d'État, c'est une mesure qui est absurde, inefficace d'un point de vue économique. Toutes les expériences précédentes, y compris dans d'autres pays d'Europe où cette mesure a été mise en place, se sont traduites par un échec. Pour une raison très simple que les gens doivent comprendre, c'est que si vous ne soignez pas une pathologie immédiatement, elle s'aggrave, elle se traduit par un engorgement des services d'urgence, et y compris d'un point de vue financier. D'un point de vue, en plus, il y a la contagion. Non, mais c'est surtout ça l'argument. Les deux. La contagion et le fait qu'ensuite vous allez devoir soigner une pathologie quand elle s'est aggravée, ce que ça va coûter plus cher. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. Vous avez peut-être vu qu'il y a une tribune qui a été signée, je crois, par 6 anciens ministres de la Santé, qui ne sont pas tous des insoumis, je crois qu'il n'y en a aucun qui est insoumis d'ailleurs dans les listes, et qui tous disent que ce serait une mesure absurde. De la même manière, le fait de remettre en cause des mesures de régularisation des travailleurs sans papier, je pense que c'est une grave bêtise. Les travailleurs sans papier, ils contribuent à la solidarité nationale, ils payent des cotisations, il faut les régulariser, on en a... Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Manuel Bompard, député de la France Insoumise, exprime une vive opposition à Michel Barnier, qu'il considère comme une menace pour l'économie française, en raison de ses positions néolibérales et de ses choix politiques alignés sur une logique de destruction des services publics et des acquis sociaux. Face à un gouvernement présidé par Emmanuel Macron, qui selon lui incarne une continuité de la même politique libérale, Bompard critique vivement Barnier, un homme qu'il qualifie de défenseur d'un système qui privilégie les intérêts des multinationales et des élites économiques au détriment des travailleurs et des plus vulnérables. Manuel Bompard dénonce le projet économique porté par Barnier, notamment son approche de la libéralisation des marchés et son refus de renforcer la protection sociale. Pour Bompard, ce modèle économique conduit directement à l'aggravation des inégalités sociales, à la précarisation des citoyens et à une France toujours plus inégalitaire. Il accuse Barnier de jouer un rôle clé dans la mise en œuvre de politiques qui appauvrissent les classes populaires, au profit des grandes entreprises, et qu'il juge responsable de la destruction du tissu social et de l'économie réelle. À travers ses propos, Bompard affirme que les choix politiques de Barnier et de Macron sont incompatibles avec un avenir économique juste et équitable pour tous les Français. Pour le budget, c'est un domaine particulier, mais c'est sans doute le moment le plus politique. Quel est l'état d'esprit d'LFI et du NFP au moment d'attaquer cet examen? Combatif et n'acceptant pas les orientations qui sont proposées dans ce budget, qui, de mon point de vue, vont faire souffrir les Françaises et les Français et vont avoir un impact économique qui va être désastreux. Pour le dire en quelques mots, Michel Barnier et le budget qu'il va mettre sur la table ce soir est un budget qui revient à couper 60 milliards d'euros, à faire 60 milliards d'euros d'économie, c'est 2% du PIB, et à le faire avec un plan d'austérité le plus violent que le pays n'ait jamais connu. Juste 2% du PIB, c'est l'équivalent du plan d'austérité qui avait été imposé à la Grèce en 2010. Exactement. La conséquence d'un plan d'austérité de cette violence, ça a été, dans les années suivantes pour la Grèce, 25% du PIB en moins. Donc je pense que ça va produire une récession économique et que c'est vraiment pas la bonne manière de s'attaquer au problème de l'augmentation des déficits publics. Mais alors, il y a 40 milliards de réduction de dépenses, mais il y a aussi 19 milliards, un peu plus de 19 milliards d'impôts. Est-ce que ça, finalement, c'est pas plus proche de vous que ne l'était le budget présenté l'année dernière par les macronistes? Alors, notamment sur les plus revenus. Oui. Alors ce qui est certain, c'est qu'après nous avoir dit pendant des années et des années que les solutions que nous proposions étaient les plus mauvaises solutions, qu'il fallait certainement pas faire ça, je note avec satisfaction d'un certain point de vue que enfin cette minorité, cette nouvelle coalition comprend qu'il n'y a pas d'autre solution que de mettre à contribution les grandes entreprises qui se sont fait beaucoup d'argent et les plus riches du pays qui ont tout à fait les moyens de contribuer à la solidarité nationale. Donc mais vous ça ne peut pas. Ça. Non, attendez. Enfin, je vais vous répondre. S'il y a des mesures qui permettent de mettre en place une taxe sur les super profits ou d'augmenter les impôts sur les 0,3% des plus riches, puisque c'est les chiffres qui sont avancés, je ne vais pas m'opposer à ces mesures-là spécifiques. Mais il faut après pas raconter d'histoire aux gens. C'est l'arbre qui cache la forêt. D'ensuite, des mesures qui vont se traduire, par exemple, par le refus d'augmenter les retraites sur les 6 premiers mois de l'année 2024. En moyenne, c'est 150 € en moins pour une pension moyenne. Je rappelle qu'il y a 2 millions de retraités. Voilà. Il y a 2 millions.
C'est la médiane. Sur à peu près 1400 € de pension, c'est 150 € qui vont être prélevés aux retraités. Attendez, je vais répondre à votre question, mais je veux juste dire, il y a 2 millions de retraités en France qui vivent sous le seuil de pauvreté. Alors, et ils vont se faire enlever une partie de leur retraite. Je trouve ça scandaleux. C'est ma question. Est-ce que vous seriez favorable à un système, vous prenez donc la médiane, on coupe l'ensemble en 2 parts égales, on se dit en dessous de 1400, on n'y touche pas. C'est-à-dire on indexe toute l'année, et au-dessus, on fait un effort. Mais vous jouez ça ou pas? Alors attendez, sur le principe, oui, je suis favorable à ça. Est-ce que l'outil, c'est le fait de dire on va indexer les pensions sur l'inflation, uniquement les petites pensions et pas les grandes? Je pense que c'est pas le bon outil. Le bon outil pour organiser le partage des richesses entre les plus hauts revenus, que ce soit sous la forme de salaire ou que ce soit sous la forme de pension de retraite, et les plus bas, c'est la fiscalité. Non mais là, c'est l'impôt sur le revenu. Oui, mais là, on a un outil qui est immédiatement disponible au 1er janvier. Est-ce qu'on s'en sert? Non mais attendez, l'outil d'impôt sur le revenu, il est immédiatement disponible au 1er janvier. Vous l'avez dit vous-même. Sans préjudice du reste. On peut faire les deux. Mais je ne pense pas que ce soit le bon outil pour organiser le partage de la richesse. Donc il faut épargner même les très hautes retraites. Bah, attendez, je ne dis pas qu'il faut les épargner. C'est ce que vous venez de me dire. Non, si. Pardon, attendez, précisons les choses si vous voulez bien. D'accord. Il y a une mesure qui s'appelle la revalorisation automatique des pensions de retraite sur la base de l'inflation. Je ne suis pas pour toucher cette mesure. Maintenant, il y a une autre possibilité pour mettre à contribution, y compris les plus riches des retraités, ça s'appelle l'impôt sur le revenu, et ça nécessite d'augmenter des tranches sur l'impôt sur le revenu pour que les plus hauts revenus, que ça soit sous la forme de pension de retraite ou que ça soit sous la forme de salaire, soient mis davantage à contribution. Donc je ne suis pas pour ne pas les mettre davantage à contribution, mais pas par cette outil. J'en viens aux entreprises, à la fiscalité sur les entreprises. Quand on rentre dans le détail, là, sur la super taxe au-delà de l'IS, des 25% d'IS, ça va toucher les grands groupes, mais on s'aperçoit aussi, quand on rentre dans le détail, et le diable est là, comme vous le savez, que ça va toucher les ETI françaises, qui ont cette particularité... Entreprises de taille intermédiaire. Oui, qui ont des boîtes qui font souvent 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, pas nécessairement très profitables, mais qui ont cette particularité d'avoir leur emploi en France, à la différence des grands groupes. Est-ce que là, il n'y a pas une mesure qui risque d'avoir de mauvais effets de bord? Je ne le crois. Enfin, d'abord, je ne connais pas à ce stade, je ne sais pas si vous le connaissez, le détail précis de cette mesure. C'est pourquoi je vous en parle. La piste qui avait été évoquée, c'était le fait de ramener le taux d'impôt sur les sociétés au niveau auquel il était avant qu'Emmanuel Macron décide de le baisser, en le concentrant uniquement sur les grands groupes. Moi, il se trouve que j'étais défavorable au fait de baisser le taux d'impôt sur les sociétés sur les grands groupes. Donc je ne vais pas vous dire que je suis contre le fait de le remettre au niveau auquel il était. C'est juste que je trouve qu'il y a quelque chose de pas sérieux à faire une politique en 2017 et à faire l'inverse 7 ans plus tard. Je trouve que là, il y a une forme de contradiction. Je ne crois pas qu'il y ait d'effet de bord si vous concentrez votre mesure sur les grands groupes qui réalisent plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. 1 milliard ou 3 milliards. Oui, c'est des milliards à ce niveau. Autre question qui concerne ce gouvernement, Monsieur Bompard, c'est Bruno Retailleau, donc dans les colonnes du Parisien ce matin, il précise encore un peu plus sa pensée et veut durcir le discours. Bon, déjà, il reprend la parole et ensuite, il explique un certain nombre de pistes qu'il souhaite et d'arbitrage qu'il souhaite obtenir, notamment sur la question de l'immigration, supprimer la circulaire Valls, faire appel à des pays tiers pour participer à la régulation du flux d'immigration. Comment est-ce que vous regardez ces propositions? D'abord, je trouve que depuis l'installation de ce gouvernement, il y a quand même une question qui se pose, c'est de savoir si le Premier ministre, c'est M. Retailleau ou M. Barnier. Parce que M. Barnier tient un discours de politique générale dans lequel les mesures que vous êtes en train d'évoquer ne sont pas évoquées. Et M. Retailleau, une semaine plus tard, vient avancer d'autres mesures. Dans les annonces de M. Retailleau ce matin, que j'ai eu le temps rapidement de consulter, il y a des choses avec lesquelles je suis en radical désaccord, que les choses soient très claires. Je pense par exemple que le fait de s'en prendre et de s'attaquer à l'aide médicale d'État, c'est une mesure qui est absurde, inefficace d'un point de vue économique. Toutes les expériences précédentes, y compris dans d'autres pays d'Europe où cette mesure a été mise en place, se sont traduites par un échec. Pour une raison très simple que les gens doivent comprendre, c'est que si vous ne soignez pas une pathologie immédiatement, elle s'aggrave, elle se traduit par un engorgement des services d'urgence, et y compris d'un point de vue financier. D'un point de vue, en plus, il y a la contagion. Non, mais c'est surtout ça l'argument. Les deux. La contagion et le fait qu'ensuite vous allez devoir soigner une pathologie quand elle s'est aggravée, parce que ça va coûter plus cher. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. Vous avez peut-être vu qu'il y a une tribune qui a été signée, je crois, par 6 anciens ministres de la Santé, qui ne sont pas tous des insoumis, je crois qu'il n'y en a aucun qui est insoumis d'ailleurs dans les listes, et qui tous disent que ce serait une mesure absurde. De la même manière, le fait de remettre en cause des mesures de régularisation des travailleurs sans papier, je pense que c'est une grave bêtise. Les travailleurs sans papier, ils contribuent à la solidarité nationale, ils payent des cotisations, il faut les régulariser, on en a besoin.
Monsieur Bompard, dans quelques instants, parce que vous êtes aussi élu marseillais, nous reviendrons ensemble sur ce qui se passe à Marseille. Des mineurs et de plus en plus jeunes, 14 ans, utilisés par des donneurs d'ordre pour abattre des concurrents. Et puis cette vidéo qui a un peu scotché tout le monde, hein, de la DZ Mafia, en tout cas prétendument cette mafia marseillaise qui se met en scène, cagoulée face aux caméras. Reste avec nous et à tout de suite. 8h41, Manuel Bompard est notre invité ce matin. Alors, monsieur Bompard, vous êtes élu des Bouches-du-Rhône de Marseille. Il y a cette vidéo qu'on va peut-être pouvoir remontrer à nos téléspectateurs de personnes cagoulées qui se mettent en scène avec écrit DZ Mafia, qui est le nom d'un des gangs marseillais dans le narcotrafic et qui tient à se mettre à distance des assassinats commandités et effectués ou prétendument effectués par des mineurs de 14 ou 15 ans. Il y a eu le plan Marseille en grand pour essayer d'aider la ville phocéenne. Est-ce que vous qui êtes élu local, vous dites que ça ne suffit pas, que ce n'est pas efficace? Et comment on fait pour arrêter cela? Écoutez, moi, ça fait depuis malheureusement des années que Marseille paye un très lourd tribut de ces batailles entre des gangs, des narcotrafiquants, avec quasiment chaque mois des morts dans la rue. Il y en a dans ma circonscription. Et ça fait depuis plusieurs années qu'on tire la sonnette d'alarme en disant les solutions qui sont mises en place, les opérations de communication qui sont effectuées, parce que je vous avais parlé du plan Marseille en grand, mais on a eu aussi les opérations Place Net XXL, vous vous en rappelez, qui devaient soi-disant tout régler. À chaque fois, moi, je disais, attendez, arrêtez avec ces formes de communication, parce qu'elles ne règlent rien. Vous savez, moi, dans ma circonscription, et de manière générale, dans les quartiers populaires de Marseille en particulier, moi, on me dit quoi? On me dit, il y a des opérations de communication, le ministre vient avec des CRS et des caméras ce jour-là, mais sauf que quand le ministre est parti avec les caméras et les CRS, le lendemain, les points de deal reviennent. Donc je pense que je pense que la solution n'est pas la bonne. Je pense que ce qu'il faut faire très concrètement, c'est concentrer les moyens financiers qu'on met et qu'on accorde à la police judiciaire. Les moments où on a eu des résultats, c'est quand on a été en capacité de démanteler des réseaux, c'est-à-dire de les remonter, de remonter les filières, de s'attaquer à la question du trafic des armes, à la question du trafic de la drogue. Je vous donne un exemple. Bruno Le Maire, j'ai pas l'habitude de le citer, avait dit au début de l'année, il faut qu'on modifie la loi pour pouvoir geler les avoirs des grands trafiquants, par exemple. Rien n'a été fait depuis que cette annonce a été faite. Alors que ça ne prend pas... C'est difficile juridiquement, mais... Non, il suffisait d'une loi. Pourquoi on n'a pas été en capacité de la mettre de manière prioritaire? Je vous donne un deuxième... Qui aurait été transpartisane pour le coup. Mais bien évidemment. Parce que il faut... J'essaie juste de dire qu'à mon avis, la logique qui consiste à essayer de s'attaquer au bas du panier n'est pas la bonne. La bonne logique, c'est d'essayer de remonter les filières. Pourquoi? Parce que c'est terrible ce que je vais dire, mais vous allez avoir des enfants de 14 ans, 15 ans, 16 ans qui vont mourir parce qu'ils ont été utilisés par les réseaux, mais qui sont immédiatement remplacés par d'autres. Donc si vous voulez vraiment apporter une réponse à cette difficulté, il faut doubler les effectifs de la police judiciaire. Voilà moi ce que je crois. Par exemple, j'ai vu qu'en Seine-Saint-Denis, chaque officier de police judiciaire a sur sa table à peu près, je crois, c'est 200 dossiers. Tout le monde dit que pour travailler sérieusement, il en faut 50. Voilà, parce que vous ne pouvez pas travailler sérieusement, il faut remonter, c'est un travail d'enquête, un travail de renseignement. Donc il faut concentrer les moyens financiers sur la police judiciaire. Voilà ce qu'il faut redéployer, il ne faut pas des nouvelles embauches dans la police. Ah bah si, il faut de manière générale davantage de moyens pour la police, ça me paraît être une certitude. Mais je ne vais pas répondre uniquement en vous disant il faut plus de moyens, parce que sinon c'est une réponse, à mon avis, qui est une réponse démagogique. Je dis qu'il faut les mettre à cet endroit. De la même manière, il y a des effectifs de douane qui ont été supprimés. La drogue, elle ne pousse pas dans les parcs de Marseille. Elle arrive bien de quelque part. Vous savez qu'en France, il y a un conteneur sur 5000 en moyenne qui est ouvert au port de Marseille. Bon, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remettre des effectifs de douane pour renforcer les contrôles. 1 sur 1000 à Amsterdam. 8h45, l'activité à l'étranger aussi, et qui nous concerne, puisque Volodymyr Zelensky vient à Paris. Vous êtes membre de la Commission des Affaires étrangères? De la Défense. De la Défense. Ouais. Et justement, Emmanuel Macron est allé hier dans le Grand Est pour aller regarder comment se préparait la première brigade ukrainienne entièrement formée en France avec du matériel français pour aller rejoindre le front d'ici la fin de l'année. L'accord de sécurité entre la France et l'Ukraine qui avait été mis au vote à l'Assemblée nationale, vous aviez voté contre. Oui, on l'avait pas voté. Vos camarades socialistes et écologistes avaient voté pour. Vous en êtes tous dans votre réflexion sur ce qu'il faut faire aujourd'hui pour aider l'Ukraine? Non, alors d'abord on a voté contre cet accord de sécurité. Pour autant, on ne s'est pas opposé au fait que la France apporte son soutien à l'Ukraine qui a été victime d'une attaque, d'une violation du droit international qui était tout à fait inacceptable. Ce que je regrette, et peut-être que ça peut être l'objet de notre débat, c'est que où sont les perspectives? Quelle est la stratégie à long terme? Quelle est la manière et qu'est-ce que fait la France pour essayer de créer les conditions du retour de la paix?
j'ai l'impression qu'on ne parle plus de cette question. Et ce que nous avions déploré au moment de la discussion à l'Assemblée nationale sur cet accord de sécurité, c'est précisément ça, c'est qu'il n'y avait aucune perspective stratégique. C'est quoi la perspective? C'est de laisser la guerre pendant des années et des années en disant... Il n'y a pas que c'est aux Ukrainiens de le définir eux-mêmes et en priorité? Bien évidemment qu'en dernier ressort, pour obtenir les conditions d'un accord de paix, il faut que l'ensemble des belligérants en soient d'accord, et donc en particulier les Ukrainiens, puisque ce sont la nation agressée. Mais vous savez très bien que, ou alors on renonce à jouer toute forme d'action diplomatique. Moi, je crois que la France devrait être à l'initiative de pourparlers de paix, prendre des mesures pour essayer de créer les conditions d'un accord de paix pour que la guerre s'arrête le plus rapidement possible. Et vous savez que ces conditions, en vérité, elles sont sur la table. C'est pas très difficile de les obtenir. C'est des garanties de sécurité pour l'Ukraine, c'est clair. C'est des garanties aussi de sécurité mutuelle. Je sais que ça fait crier certaines personnes quand je dis ça. Mais pas collective, pas l'OTAN. Ah, moi, je pense que ça ne passe pas par l'OTAN, personnellement, parce que je pense précisément que si vous voulez créer des garanties de sécurité mutuelle, c'est-à-dire pour chacun des pays, je ne pense pas que ça soit en élargissant l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie que vous allez y parvenir. C'est l'intégrité territoriale de l'Ukraine, c'est une évidence. Voilà, il faut poser sur la table... Les frontières de départ. Il faut que les Russes rendent ce qu'ils ont pris. Le point de départ de la discussion, ça doit être ça. Ensuite, M. Zelensky lui-même, excusez-moi, vous dites c'est à l'Ukraine de définir, M. Zelensky lui-même a déjà dit que sur les territoires qui sont les territoires disputés, il était prêt lui-même à des formes de consultation populaire. Donc, par exemple, ça peut être une manière d'apporter une réponse et de créer les conditions d'un accord de paix. Je regrette, en fait, on ne parle plus de cette question uniquement que par qu'est-ce que fait la France pour aider l'Ukraine, très bien. Mais moi, je pose la question de qu'est-ce que fait la France pour obtenir la paix. Je pense que ça devrait être ça, notre priorité, et je trouve que ce sujet n'existe pas. Deux petits mots rapides, Monsieur Bompard, s'il vous plaît. Hugo Prévost, qui est élu, la France Insoumise, a démissionné. Il est soupçonné d'agression sexuelle et des faits a priori graves dont on n'a pas le détail par ailleurs. Votre parti réagit très rapidement. Ça veut dire que vous allez devoir donc nommer quelqu'un pour une partielle qui va se dérouler. On a une idée du délai? Alors d'abord dire que le groupe parlementaire de la France Insoumise, dès qu'il a eu connaissance de ces informations, a pris une décision très forte qui est de l'exclure de notre groupe parlementaire, et qu'ensuite, effectivement, dans la foulée, il a choisi de démissionner. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle élection partielle dans cette circonscription. La loi est très claire sur le fait qu'à partir du moment où la démission est effective, il y a 3 mois pour organiser cette partielle. Ça ne dépend pas de moi, la date de cette partielle, mais bien évidemment, il y aura un candidat du nouveau Front populaire, je le souhaite, investi par la France Insoumise, puisque c'était la règle de notre accord dans cette circonscription. Un tout dernier mot, alors peut-être plus anecdotique, mais vous nous direz, le Paris Football Club, autre club de la capitale, va être racheté par la famille Arnaud, une des plus grandes fortunes françaises, avec un petit bout acheté par Red Bull, qui est un groupe alors d'origine asiatique, mais qui a des antennes un peu partout dans le monde. Est-ce que vous... En conclusion, l'intervention de Manuel Bompard dans cette vidéo est une attaque franche et déterminée contre Michel Barnier et la politique économique portée par Emmanuel Macron. Bompard dénonce fermement les choix néolibéraux de Barnier, qu'il considère comme une menace directe pour l'économie française, l'emploi et la justice sociale. Selon lui, ces politiques favorisent les intérêts des grandes entreprises et des multinationales, au détriment des travailleurs et des citoyens les plus vulnérables, aggravant ainsi les inégalités et la précarité sociale dans le pays. Loin de se contenter de critiquer ces réformes, Bompard appelle à un changement radical de direction, où la protection des services publics, la redistribution des richesses et la justice sociale seraient au cœur des priorités. Le discours de Bompard s'inscrit dans une vision alternative de l'économie, une vision qui place l'humain et la solidarité avant la rentabilité à tout prix. Face à un gouvernement qui, pour lui, privilégie l'austérité et la libéralisation des marchés, Bompard propose une rupture avec ce système qui ne répond plus aux besoins du peuple. Il appelle à un renouveau économique, centré sur la création d'emplois, la protection sociale et une politique de redistribution équitable des richesses. Ce n'est pas seulement une critique des individus comme Barnier ou Macron, mais un appel à une transformation profonde du modèle économique français, pour construire une société plus juste et plus solidaire. Selon Bompard, il est grand temps de remettre les citoyens au centre du débat économique et de lutter contre un système qui, sous couvert de croissance et de compétitivité, a échoué à répondre aux aspirations des Français.